Dans les premières heures de la nouvelle année 2009, quelques semaines avant l'inauguration de Barack Obama en tant que prochain président, des coups de feu ont retenti à Oakland, en Californie. Un agent de transit nommé Johannes Messerl a tiré sur un jeune homme noir de 22 ans, non armé, qui gisait menotté, le visage contre le sol, sur une plateforme de transport public. Son nom était Oscar Grant. Des dizaines de témoins, dont beaucoup rentraient à Oakland après les célébrations du Nouvel An, ont regardé avec horreur. Certains ont filmé sa mort avec leur smartphone. Peu de temps après, la communauté noire d'Oakland a explosé de colère, avec des centaines, puis des milliers de personnes descendant dans les rues pour réclamer justice. Peut-être que cette protestation se serait produite dans n'importe quelle circonstance, mais la brutalité de la mort de Grant, survenue quelques semaines seulement avant que le premier président noir du pays n'entre en fonction, a été ressentie comme un choc brutal. La brutalité policière avait été depuis longtemps une réalité en Californie, mais le pays était censé être entré dans un univers post-racial. L'optimisme qui traversait l'Amérique noire en 2008 semblait à des kilomètres de là. Un mouvement local dirigé par la famille de Grant s'est déroulé dans toute la région de la baie pour exiger que les procureurs inculpent et jugent Messerl. Des manifestations, des marches, des actions sur les campus, des forums publics et des réunions d'organisation ont exercé une pression suffisante pour contraindre les autorités locales à inculper Messerl de meurtre. Il s'agissait du premier procès pour meurtre d'un policier californien pour un homicide commis en service depuis 15 ans. En fin de compte, Messerl, reconnu coupable d'homicide involontaire, a passé moins d'1 an en prison, mais le mouvement local a préfiguré les événements à venir. Quant au président Obama, il s'est avéré très différent du candidat Obama, qui avait orchestré sa campagne pour ressembler davantage à un mouvement social. Il avait suscité beaucoup d'espoir, en particulier parmi les Afro-Américains, mais de grandes attentes se sont traduites par encore plus de déceptions. Tôt dans son administration, cependant, avec les effets complets de la récession se faisant encore sentir dans les communautés noires, on a pu détecter le conflit entre le président noir et sa base. L'Amérique noire était en plein marasme économique alors que la richesse noire disparaissait. Alors que le chômage des Noirs atteignait des taux à 2 chiffres élevés, les dirigeants des droits civils ont demandé à Obama s'il élaborerait des politiques pour remédier au chômage des Noirs. Il a répondu : « J'ai une responsabilité particulière de veiller aux intérêts de chaque Américain. C'est mon travail en tant que président des États-Unis. Et je me lève chaque matin en essayant de promouvoir les types de politiques qui feront la plus grande différence pour le plus grand nombre de personnes, afin qu'elles puissent réaliser leurs rêves américains. » Ce fut une réponse décevante, même si cette déception ne s'est pas manifestée dans ses taux d'approbation. En 2011, avec un taux de chômage des Noirs dépassant les 13%, 86% des Afro-Américains ont approuvé le travail global du président, mais 56% ont exprimé leur déception quant à sa capacité à surveiller correctement Wall Street et les grandes banques. Pour les Afro-Américains, la présidence d'Obama avait été largement définie par sa réticence à s'attaquer aux moyens par lesquels la discrimination raciale atténuait l'impact des efforts de redressement de son administration. Obama n'a pas montré la même réticence à critiquer publiquement les Afro-Américains pour une série de comportements qui semblent être extraits d'un manuel d'antistéréotypes anti-noirs, allant des compétences parentales aux choix alimentaires, en passant par les mœurs sexuelles et les habitudes de visionnage de la télévision. Il y a quelque chose de malhonnête à se concentrer sur les Afro-Américains pauvres et de la classe ouvrière sans aucune discussion sur la manière dont le système de justice pénale a éloigné les parents noirs de la vie de leurs enfants. Lorsqu'Obama parle des pères noirs absents, il ne mentionne jamais l'écart en matière d'arrestation et de condamnation, responsable du nombre disproportionné d'hommes noirs disparus. Peu de discussions médiatiques sur la candidature d'Obama mentionnaient la nécessité de freiner l'appétit vorace du système de justice pénale pour les corps noirs. 1 million d'Afro-Américains sont incarcérés, et un homme noir sur 4 âgé de 20 à 29 ans est sous le contrôle du système de justice pénale. Pendant son premier mandat, Obama n'a pas accordé une attention particulière aux problèmes croissants liés à l'application de la loi et à l'incarcération, même lorsque The New Jim Crow de Michelle Alexander décrivait les horreurs que la massification de l'incarcération et la corruption généralisée du système judiciaire avaient infligées aux familles noires. Tout cela n'a pas commencé avec Obama, mais il serait naïf de penser que les Afro-Américains ne tenaient pas compte de l'impact destructeur de la police et de l'incarcération lorsqu'ils se sont mobilisés en masse pour l'élire.
Son refus d'aborder les effets de l'inégalité structurelle a érodé la confiance des jeunes Afro-Américains dans la capacité transformatrice de sa présidence. Il y a eu un moment où l'Amérique noire a collectivement pris conscience du refus de Barack Obama d'utiliser sa position de président pour intervenir en faveur des Afro-Américains. Troy Davis était un homme noir dans le couloir de la mort en Géorgie. On croyait largement qu'il avait été condamné à tort, ce qui signifierait qu'à l'automne 2011, il risquait d'être exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les cris d'innocence de Davis n'étaient pas une voix dans le désert. Pendant des années, lui et sa sœur, Martina Davis Correa, s'étaient associés à des militants anti-peine de mort pour lutter pour sa vie et son innocence. En septembre 2011, une campagne internationale était en cours pour le faire sortir du couloir de la mort. Les manifestations devenaient de plus en plus importantes et frénétiques à mesure que la date de l'exécution approchait. Il y a eu des protestations dans le monde entier. Le soutien des dignitaires internationaux a afflué au fur et à mesure que le mouvement international pour empêcher l'exécution de Davis prenait forme. L'Union européenne, les gouvernements de la France et de l'Allemagne ont imploré les États-Unis d'arrêter son exécution, tout comme Amnesty International et l'ancien directeur du FBI, William Sessions. Un démocrate du Sénat de Géorgie, Vincent Faure, a appelé les personnes chargées d'effectuer l'exécution à refuser de le faire. Nous demandons aux membres de l'équipe d'injection de faire grève, de ne pas suivre vos ordres, de ne pas commencer le flux de produits chimiques létaux. Si vous refusez de participer, vous rendrez cette exécution immorale beaucoup plus difficile à réaliser. Au fur et à mesure que l'exécution de Davis approchait, le soir du 20 septembre, des personnes du monde entier attendaient que Obama dise ou fasse quelque chose, mais en fin de compte, il n'a rien fait. Il n'a même pas fait de déclaration, préférant envoyer le porte-parole de presse Jay Carney pour prononcer une déclaration en son nom, notant simplement qu'il n'était pas approprié pour le président d'intervenir dans une poursuite menée par un État. Finalement, le président noir a cédé aux droits des États. C'était un moment de réveil pour la génération O et une nouvelle compréhension des limites du pouvoir présidentiel noir, non pas parce qu'Obama ne pouvait pas intervenir comme ses conseillers l'avaient insisté, mais parce qu'il avait refusé de le faire. Les protestations pour Troy Davis n'ont certainement pas été vaines. Le jour après l'exécution de Davis par l'État de Géorgie, Amnesty International et la campagne pour mettre fin à la peine de mort ont appelé à une journée d'indignation et de protestation. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté, se dirigeant finalement vers un petit campement à Wall Street qui se faisait appeler Occupy Wall Street. Le meurtre de Trayvon Martin à Sanford, en Floride, à l'hiver 2012, a été un tournant. Comme le meurtre d'Emmett Till près de 57 ans plus tôt, la mort de Martin a percé l'illusion selon laquelle les États-Unis étaient post-raciaux. Till était le jeune garçon qui, pendant ses vacances d'été dans le Mississippi en 1955, a été lynché par des hommes blancs pour une transgression raciale imaginaire. Le meurtre de Till a montré au monde la brutalité raciste pulsant au cœur de la plus grande démocratie du monde. Pour souligner le point, sa mère, Mamie, avait opté pour des funérailles à cercueil ouvert pour montrer au monde comment son fils avait été mutilé et tué dans la terre de la liberté. Le crime de Martin était de rentrer chez lui en portant une capuche, en parlant au téléphone et en vaquant à ses propres occupations. George Zimmerman, désormais bien connu comme un malfaiteur, mais alors présenté comme un agent de sécurité aspirant, avait fait un profil racial de Martin, disant à l'opérateur 911 que cet homme avait l'air de ne pas être en règle ou qu'il était sous l'emprise de la drogue ou quelque chose du genre. L'homme était un garçon de 17 ans qui rentrait chez lui depuis un magasin de proximité. Zimmerman a suivi le garçon, l'a confronté et l'a finalement abattu d'une balle dans la poitrine, le tuant peu de temps après. Lorsque la police est arrivée, elle a accepté le récit de Zimmerman. Martin était noir, et l'hypothèse par défaut était qu'il était l'agresseur, alors ils l'ont traité comme tel. Ils l'ont étiqueté comme un John Doe et n'ont fait aucun effort pour savoir s'il habitait dans le quartier ou s'il était porté disparu. Mais l'histoire a commencé à filtrer dans les médias d'information et à mesure que plus de détails devenaient publics, il était clair que Martin avait été la victime d'un meurtre illégal. Trayvon Martin avait été lynché. En quelques semaines, des manifestations ont éclaté dans tout le pays. La demande était simple, arrêter George Zimmerman pour le meurtre de Trayvon Martin. La colère a été alimentée, en partie au moins, par la flagrante double norme. Si Martin avait été blanc et Zimmerman noir, Zimmerman aurait été arrêté immédiatement, voire pire.
Pendant des semaines, Obama a détourné les questions, commentant seulement que c'était une affaire locale. Il a fallu plus d'un mois à Obama pour enfin parler publiquement de l'affaire, disant « Si j'avais un fils, il ressemblerait à Trayvon. Quand je pense à ce garçon, je pense à mes propres enfants. » Mais il a aussi dit « Je pense que tous les parents en Amérique devraient être en mesure de comprendre pourquoi il est impératif absolu que nous examinions tous les aspects de cette affaire et que tout le monde se mobilise, au niveau fédéral, étatique et local, pour comprendre exactement comment cette tragédie s'est produite. » Obama ne pouvait pas dire l'évident, mais le simple fait qu'il ait parlé était la preuve de l'élan croissant des manifestations de rue qui avaient été organisées pendant des semaines. Le meurtre de Martin était une honte nationale et internationale. Les Noirs ont peut-être compris qu'Obama ne pouvait pas diriger un mouvement social contre la brutalité policière en tant que président, mais comment pouvait-il ne pas utiliser sa position pour amplifier la douleur et la colère des Noirs ? C'était précisément pour des moments comme ceux-ci que les Noirs ont placé Obama à la Maison-Blanche. Il est impossible de savoir ou de prédire quand un moment particulier se transforme en un mouvement. 45 jours après que George Zimmerman a tué Trayvon Martin de sang-froid, il a enfin été arrêté. C'était le résultat de semaines de manifestations, dont beaucoup avaient été organisées via les médias sociaux, échappant ainsi au contrôle conservateur des organisations établies de défense des droits civiques. À l'été 2013, plus d'un an après son arrestation, George Zimmerman a été acquitté du meurtre de Trayvon Martin. Son exonération a cristallisé le fardeau des Noirs. Même dans la mort, Martin serait vilipendé comme un voyou et un agresseur, Zimmerman étant présenté comme sa victime. Le juge a même ordonné aux deux parties de ne pas mentionner l'expression « profilage racial » dans la salle d'audience, encore moins de l'utiliser pour expliquer pourquoi Zimmerman avait ciblé Martin. Obama s'est adressé à la nation en disant « Je sais que cette affaire a suscité de fortes passions et à la suite du verdict je sais que ces passions peuvent être encore plus fortes, mais nous sommes une nation de loi et un jury à parler. Nous devrions nous demander, en tant qu'individus et en tant que société, comment nous pouvons éviter de futures tragédies comme celle-ci. En tant que citoyens, c'est notre travail à tous. Qu'est-ce que cela signifie d'être une nation de loi lorsque la loi est appliquée de manière inéquitable ? Il existe un double système de justice pénale, un pour les Afro-Américains et un pour les Blancs. Le résultat est les disparités discriminatoires dans les peines qui se manifestent dans tous les aspects de la jurisprudence américaine. George Zimmerman a bénéficié de ce double système. Il a été autorisé à rester en liberté pendant des semaines avant que les manifestations n'incitent les autorités à l'arrêter. Il n'a pas été soumis à des tests de dépistage de drogue, bien que le cadavre de Trayvon Martin ait été. Cette double norme a sapé les déclarations publiques selon lesquelles les États-Unis sont une nation construite autour de l'état de droit. L'appel d'Obama à la tranquillité et à l'introspection individuelle était une manière de dire qu'il n'avait pas de réponse. Dans le désespoir du verdict, l'organisatrice communautaire Alicia Garza a posté un simple hashtag sur Facebook, Black Lives Matter. C'était une réponse puissante qui s'adressait directement à la déshumanisation et à la criminalisation qui avait rendu Martin suspect en premier lieu et avait permis à la police de ne faire aucun effort pour découvrir à qui appartenait ce garçon. C'était une réponse à l'oppression, à l'inégalité et à la discrimination qui dévalue la vie des Noirs chaque jour. C'était tout en 3 mots simples. Dans les quelques semaines qui ont suivi l'apparition de la tendance Black Lives Matter, un certain nombre d'officiers de police ont été tués à Dallas et à Baton Rouge, et la nation a tourné son attention vers le deuil de leur vie. Le président Obama a rapidement condamné la violence comme étant vicieuse, calculée et odieuse. Bien sûr, toute perte de vie est tragique, mais des centaines d'officiers de police ne sont pas tués chaque année. Il n'est pas courant de tuer un officier de police et de ne pas être inculpé d'un crime. La quantité de violence subie par les officiers de police n'est pas comparable à celle qu'ils infligent. Alors, lorsque le président écrit une lettre officielle aux forces de l'ordre qui éludent tout cela pour leur offrir un soutien sans réserve, il perpétue le mythe du héroïsme policier qui les protège de la poursuite et de la réforme. Quand Obama dit « Lorsque vous voyez des civils en danger, vous ne les voyez pas comme des étrangers », on se demande s'il faisait référence à Freddie Gray, Michael Brown, Rokia Boyd ou Ayanna Stanley Jones. Lorsqu'il dit à ses policiers, vous les voyez comme votre propre famille et vous mettez votre vie en jeu pour eux, c'est curieux de se demander si cette famille inclut les 13 femmes agressées sexuellement par Daniel Holtzclaw à Oklahoma City et les milliers d'autres qui ont peur de porter plainte.
Vous mettez la sécurité des autres avant la vôtre. Vous nous rappelez que d'aimer notre pays signifie aimer les uns les autres. Obama écrit comme s'il n'avait pas vu la vidéo que Diamond Reynolds a filmée après la fusillade de Philando Castile, avec la fille de Reynolds âgée de 4 ans dans le siège arrière. L'officier a-t-il pris en compte leur sécurité? Même lorsque certains vous protestent, vous les protégez. Et des images de Ferguson nous viennent à l'esprit, où des chars, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes ont été déployés pour réduire au silence une population. Encore et encore, vous prenez des décisions en une fraction de seconde qui pourraient signifier la vie ou la mort pour vous et de nombreuses autres personnes en danger, lit-on dans la lettre d'Obama aux forces de l'ordre. Mais la question fondamentale demeure, pourquoi ces décisions prises en une fraction de seconde laissent-elles si souvent des personnes noires mortes ou craignant pour leur vie?